Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'hôpital de Besançon, émission spéciale ce matin sur France 3 et sur France Info. Comment la Bourgogne-Franche-Comté fait-elle face à l'épidémie de Covid-19 ? La Bourgogne-Franche-Comté, c'est une des régions les moins peuplées de France. C'est aussi une des régions les plus touchées par cette épidémie. On va vous expliquer pourquoi, ici en direct à Besançon, mais aussi à l'hôpital de Mâcon, où vous vous trouvez. Elsa Bezin, bonjour. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Effectivement, je me trouve à Mâcon, au sud de la Bourgogne, à la frontière de la région Rhône-Alpes-Auvergne, la plus touchée par l'épidémie. Je me trouve dans un hôpital qui a été durement frappé au printemps dernier, un hôpital où c'est à nouveau compliqué depuis plusieurs semaines. On en parlera tout à l'heure avec nos invités. Merci Elsa. On va effectivement aller vous voir régulièrement pendant cette heure d'émission. Alors nos invités sur ce plateau installé dans le hall du CHRU Jean Mingeot de Besançon, Pierre Prébil, directeur de l'agence régionale de santé en Bourgogne-Franche-Comté, Chantal Carroger, directrice générale du CHRU de Besançon, et Éric Alauzet, député La République En Marche, député de la majorité. Vous êtes député du Doubs. Alors monsieur Prébil, je me tourne tout de suite vers vous. Cette deuxième vague, on dit qu'elle est plus forte que la première dans notre région. Dans quelle mesure ? Oui, elle est plus forte et pourtant la première l'avait déjà été dans notre région et singulièrement ici en Franche-Comté, mais également à Mâcon. Un chiffre peut-être pour illustrer la violence de cette deuxième vague. À l'heure où nous nous parlons, alors que nous n'avons peut-être et sans doute pas encore atteint le pic des hospitalisations dans la région, nous avons 350 personnes hospitalisées de plus qu'au pic de la première vague. Plus de 1700 personnes aujourd'hui dans les hôpitaux de la région atteintes d'une forme grave de Covid. Chantal Carroger, l'hôpital paraît calme, nous sommes dans le hall, les visites sont restreintes, mais vous nous confirmez que derrière les portes, dans les services, il y a une intense activité. Je vais vous demander de prendre votre micro. Oui, bien sûr, puisque hier soir, nous avions 764 patients hospitalisés au CHU de Besançon, dont 112 patients Covid. Et sur ces 112 patients atteints du Covid, 62 en réanimation soins intensifs. Ce qui est beaucoup. Ce qui est effectivement beaucoup, puisque nous avons armé près de 70 lits de réanimation soins intensifs. On va encore pouvoir monter, mais c'est effectivement beaucoup, puisqu'à l'origine, nous avons 40 lits de réanimation. Éric Alauzet, vous êtes député, vous êtes aussi médecin. Alors bien sûr, vous passez plus de temps à l'Assemblée nationale que dans votre cabinet. Néanmoins, comment cette deuxième vague, elle se traduit chez les médecins de ville, chez les autres professionnels de santé, en dehors des murs de l'hôpital ? Vous savez, la première vague a beaucoup stupéfait aussi les médecins. L'organisation a été très très compliquée. Maintenant, on a de l'expérience, on en parlera sans doute. Mais ça a désorganisé la médecine de ville. Mais en même temps, l'effet positif, c'est que ça a rapproché la médecine hospitalière de la médecine de ville. Alors c'est une tendance de fond, on cherche de plus en plus à avoir des passerelles entre la ville et l'hôpital, et la Covid a renforcé cette démarche, et c'est très très bien. Ça accélère beaucoup de choses d'ailleurs, la Covid, la digitalisation aussi, mais les rapports ville-hôpital sont améliorés. On avait eu des centres Covid au départ, des lieux dédiés pour protéger aussi les soignants et les patients, pour que le virus diffuse moins dans la population. Mais maintenant, tout ça s'organise avec les gestes barrières, avec la connaissance meilleure que l'on a du virus. Et chacun trouve sa place finalement dans l'architecture globale. Alors on va rejoindre tout de suite Elsa Bezin à Mâcon. Elsa, vous êtes dans l'un des hôpitaux les plus touchés de la région. C'est aussi l'un des hôpitaux qui a été l'un des premiers à avoir été touché. Oui, effectivement, l'hôpital de Mâcon durement touché au printemps, et puis un hôpital qui a bien du mal depuis plusieurs semaines, avec une centaine de patients Covid aujourd'hui. Alors à mes côtés, deux soignants. Roland de Varax, vous êtes médecin réanimateur, chef du service de réanimation. À côté de vous, Julie Vouillon, vous êtes infirmière en réanimation. Bonjour à tous les deux. Aujourd'hui, est-ce que le service de réanimation de Mâcon est saturé ? Bonjour, oui, le service de réanimation est saturé de patients Covid. Nous avons 14 lits de réanimation, et sur ces 14 lits, il y a 14 patients Covid, auxquels on est obligé de rajouter quelques lits supplémentaires pour des patients non Covid. Vous avez déjà fait des transferts ? Et on vient de faire 2 transferts cette nuit, ayant reçu 4 patients supplémentaires hier.
N'ayant plus assez de place, il a fallu qu'on refasse encore des transferts alors qu'on pensait ne plus avoir à en faire. Alors, on voit à l'image les chiffres par rapport au printemps. Vous êtes extrêmement plus touchés qu'au printemps. Julie Voulot, je me tourne vers vous. Qui sont ces malades aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont différents de la première vague? Bonjour. Oui, ils sont, je pense, plus jeunes. Mais sinon, côté pathologie, c'est la même chose. Hein. Donc, mais ils sont plus jeunes, je pense. On entendait Pierre Pribil, le patron de l'ARS, tout à l'heure dire que cette deuxième vague, elle était plus violente. Vous confirmez, vous? Je ne saurais pas vous répondre sur ce genre de questions. C'est vrai que c'était déjà très compliqué au mois de mars parce que c'était l'inconnu pour nous. Et là, de nouveau, on y revient. Donc, on a l'impression qu'on ne va jamais en finir avec le Covid. Et donc, voilà, c'est ça qui est compliqué, en fait. Roland de Varax, quel est le risque pour vous aujourd'hui? Est-ce qu'on se dirige vers ce qu'on appelle le triage des patients? Alors, le triage, très sincèrement, on n'y tient pas du tout et je pense qu'on va l'éviter. Hein. Le risque que je trouve le plus important aujourd'hui, c'est la désolidarisation du peuple français, des Français eux-mêmes, avec ce doute sur la confiance qu'ils ont attribuée à la première vague à tous ces soignants, et on sent qu'il y a un petit flou sur cette confiance. On a besoin véritablement de la confiance des Français. Julie, voyons, est-ce que sur le plan matériel, est-ce qu'on a plus d'équipements, plus de respirateurs aujourd'hui? Est-ce que ça fonctionne? Oui, effectivement, on a eu plus de respirateurs. Donc, par contre, on a à peine eu le temps de se faire au matériel. Donc voilà, les agents qui viennent nous aider d'autres services ne le connaissent pas. Nous, on le connaît, on vient d'être formés, donc c'est compliqué. Mais effectivement, au niveau matériel, on a eu quand même ce qu'il fallait grâce aux médecins, à l'hôpital qui s'est aussi démené pour tout ça. En quoi c'est difficile pour vous aujourd'hui de gérer cette deuxième vague? Alors, ce qui est difficile, c'est le bruit. On a des traitements de l'air, donc on a beaucoup de bruit dans le service. On a tout le temps un calot sur la tête, donc déjà, nous, on entend moins. Les tenues, c'est vrai qu'il faut porter un masque de ski, un masque canard. Ça fait mal aux oreilles, ça fait mal au front. Donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué de travailler comme ça, avec beaucoup de buée dans les lunettes. Faut travailler avec des gens de l'extérieur qui connaissent pas. Donc heureusement, on a eu plein de bonnes volontés, plein de gens super qui sont arrivés du bloc, qui sont des anciens de Réa qui sont arrivés, qui viennent nous aider. Mais nous, il faut manager tout le monde. Donc c'est compliqué. De nouveaux protocoles. Et puis une charge de travail en plus. Donc faut essayer de faire tout. Enfin, le but, c'est d'assurer la sécurité du patient, donc on fait au mieux. Roland de Varax, vous êtes au corps à corps avec ces patients. Est-ce qu'il y a du stress? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'on ramène ça à la maison le soir quand on rentre? Alors, on ne quitte pas un patient comme ça le soir en rentrant chez soi sans se dire systématiquement est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on a suffisamment fait, est-ce qu'on a tout fait. Tout simplement parce qu'on peut toujours faire mieux, on peut toujours se donner au maximum. Il est vrai que quand je parle du corps à corps, c'est une véritable dimension humaine qui se passe entre les soignants et les patients. Il y a une dimension d'un don total pour absolument tirer de la mort ces gens-là. Et surtout, faut bien être honnête que, heureusement, la plupart du temps, ces patients reviennent à la vie. Et c'est à ce moment-là des véritables nouvelles naissances qui sont magnifiques, qui nous remplissent de joie. Et c'est cette joie qui nous tient, entre guillemets, par rapport à la souffrance qui a été décrite par Julie, parce qu'il y a une souffrance de tous les jours pour les soignants qui est extrêmement lourde, mais qu'il y a cette joie de pouvoir ressusciter, entre guillemets, faire des ressuscitations, si on peut dire ça comme ça. Merci à tous les deux pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci. Merci Elsa pour ces témoignages très forts, effectivement, déjà sur les conditions de travail des soignants. Pierre Pribil, ce qui marque, c'est que cette deuxième vague, elle est différente de la première vague, notamment géographiquement, la situation n'est pas du tout homogène sur le territoire. Oui, le point commun avec la première, c'est que nous faisons, hélas, à nouveau partie des régions les plus impactées. La première fois, souvenez-vous, c'était un effet de frontière avec la région Grand Est, et donc l'épidémie était arrivée par le Nord-Est. Avec le rassemblement évangélique de Mulhouse, puisque Mulhouse est tout proche, notamment de Belfort et du territoire de Belfort. Exactement. Cette fois-ci, c'est par le Sud que notre région a vu arriver cette deuxième vague, du fait de la proximité avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, et donc les deux départements de la Saône-et-Loire et du Jura, qui ont été très très lourdement impactés depuis le début. Il y a une chose qui interpelle aussi, c'est la situation de la Suisse. On a 35 000 francs-comtois qui chaque jour traversent la frontière pour aller travailler en Suisse. On sait qu'en Suisse, les hôpitaux sont débordés. Est-ce qu'il y a là motif d'inquiétude pour la situation sanitaire de ce côté-ci de la frontière ?
On le ressent déjà, cet impact, puisque à l'heure où nous nous parlons, ce ne sont plus le Jura et la Saône-et-Loire qui sont les départements les plus impactés en nombre de nouvelles contaminations, mais c'est maintenant le Doubs, avec un effet très net au niveau du Haut-Doubs et des liens avec la Suisse. La campagne, les milieux ruraux, ils sont épargnés par cette seconde vague de Covid ? Hélas, non. On aurait pu espérer effectivement que cette faible densité soit un avantage de notre région, mais vous voyez bien que ça n'est pas le cas. Nous sommes, à l'heure où on se parle, nous sommes, je rappelle, la région la moins dense de France métropolitaine et pourtant la deuxième région la plus impactée de France métropolitaine. Rien ne protège contre ce virus si ce n'est les gestes barrières. Et à la campagne comme en ville, ça doit être la règle. Alors vous parliez de la situation critique dans le département du Doubs. Chantal Carroger, comment on adapte un hôpital à une épidémie comme celle que vous subissez actuellement ? Alors, j'ai envie de dire qu'on s'adapte déjà au jour le jour en fonction des estimations que nous recevons. Et puis, nous avons fait un travail de préparation durant l'été puisqu'on savait, enfin en tout cas, on nous parlait déjà d'une deuxième vague. Et surtout, on a tiré l'expérience de la première vague et on a remis en place des organisations qui avaient bien marché durant la première vague. Vous dégagez des lits pour accueillir ces nouveaux malades, enfin ces malades Covid ? Oui, mais la grande particularité par rapport à la première vague, c'est que nous avons beaucoup de patients non Covid hospitalisés. Nous avons un nombre de passages aux urgences qui est très important, alors que durant la première vague, il n'y avait plus personne à l'hôpital, sauf les patients Covid. C'est ça la grande différence. Donc on a à la fois les patients Covid, mais aussi les patients non Covid. Et donc on a transféré des unités pour les rapprocher les unes à côté des autres. C'est-à-dire que par rapport au premier confinement, où la vie s'était quasiment arrêtée complètement, là la vie continue pour beaucoup. Il y a notamment quasiment autant d'accidents de la route, de la traumatologie à traiter, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Éric Alauzet, est-ce que ces premiers effets du confinement, ils vous réjouissent ou est-ce que vous êtes encore inquiet ? Ils sont un peu meilleurs que ce qu'on espérait. Et tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ce confinement partiel, puisqu'on n'est pas sur l'exigence du premier confinement, notamment parce que l'activité scolaire a repris, c'était tellement important que nos enfants et les plus jeunes notamment puissent retourner à l'école. Bien, malgré que l'activité scolaire reprenne, le R0, le fameux R0, est passé, se rapproche du 0,80. Donc c'est bien, il y a moins de nouveaux malades que de malades qui guérissent. Donc c'est tant mieux, mais il faut descendre encore bien plus bas, il faut descendre au moins 0,60 pour arriver à juguler vraiment l'épidémie. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais attention, parce qu'avec le décalage, vous le savez, à l'hôpital, on le ressent parfaitement, entre le déclenchement de la maladie et son aggravation, 15 jours, 3 semaines, on a une augmentation du nombre de cas graves. Alors justement, le pic de cette deuxième vague, il était attendu à la mi-novembre. On est aujourd'hui le 15. Est-ce que le pic est franchi, Pierre Prébil, en Bourgogne-Franche-Comté ? Alors le pic, en réalité, c'est un pic à plusieurs étages. Le premier pic, c'est le pic des contaminations. Et celui-ci a l'air d'avoir été franchi dans les premiers mois de novembre. Les premiers jours du mois de novembre. Les premiers jours, pardon, du mois de novembre. Ensuite, il y aura le pic des hospitalisations. Et aujourd'hui, nous n'y sommes sans doute pas encore. D'après les projections de l'Institut Pasteur, ça devrait arriver dans les jours qui viennent, à condition, bien sûr, ça n'arrive pas tout seul, c'est parce que nous faisons tous des efforts. C'est parce que tous nos concitoyens respectent le confinement que ce pic peut se produire. Et hélas, le pic des décès, celui-ci est encore plus loin. Vous savez qu'il meurt chaque jour beaucoup de gens dans notre pays, et y compris dans notre région de la Covid. Et ce pic des décès, il est loin d'être atteint encore dans notre région. Comment on gère ça au niveau d'un hôpital, Chantal Carroger ? Vous avez élaboré plusieurs scénarios pour gérer cette épidémie et cet afflux de malades ? Oui, bien sûr. Et donc, en particulier, donc, ce dont on a besoin, ce sont des lits de réanimation soins intensifs. Et pour pouvoir donc augmenter ce nombre de lits, nous devons baisser la programmation de la chirurgie pour pouvoir reprendre les ressources humaines de manière à les affecter sur les services de réanimation. Donc on prend les IBOD, les infirmiers, de manière à les affecter sur ces services-là. Et donc en fait, on baisse l'activité de chirurgie et ça nous permet de redéployer du personnel. Est-ce que vous confirmez ce que dit Pierre Prébil, c'est-à-dire que le pic des hospitalisations, il n'est pas franchi? Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, oui, ça va passer, on a les capacités hospitalières pour absorber les malades qui vont encore arriver, ou non, finalement, on ne sait pas? Alors, le pic est prévu pour le 20 novembre, donc dans quelques jours.
Nous avons moins d'inquiétudes sur la réanimation. Nous devrions donc avoir suffisamment de lits pour prendre en charge les patients de réanimation de soins intensifs. Nous avons quand même une inquiétude sur la médecine. Pour autant, nous devrions faire face cette fois-ci encore. On ne devrait pas se retrouver avec la situation qu'on voit dans quelques villes d'Italie avec des prises en charge très dégradées, des patients qui sont sous respirateur dans leur voiture devant l'hôpital. Ça, on devrait l'éviter en France et en Bourgogne-Franche-Comté, Pierre Prébille ? Tout est fait pour éviter évidemment ce scénario catastrophe. Et en réalité, un hôpital tout seul serait très inquiet. Mais c'est justement parce que les hôpitaux ne sont pas seuls que l'on arrive à franchir ce pic épidémique. Il y a une grande solidarité entre les hôpitaux de la région. Et chaque fois qu'un hôpital arrive proche d'une limite de saturation, on propose des transferts. Un autre hôpital vient à son aide, que ce soit pour de la réanimation ou pour des services de médecine. Depuis le début de cette deuxième vague, on a transféré plus de 160 patients. On y reviendra. Vous confirmez ce que disait tout à l'heure le médecin à Mâcon avec Elsa Bezin, l'éventualité extrême du triage, on va réussir à l'éviter ? C'est exactement pour ça qu'on travaille tous les jours. Donc on y arrivera si le confinement fonctionne, c'est-à-dire si chaque concitoyen le respecte scrupuleusement. On y arrivera si, ça veut dire que vous n'avez pas de certitude ou ça veut dire que vous restez prudent ? Ça veut dire que je reste prudent parce que par nature je suis prudent. La première vague, nous y sommes arrivés. Si nos concitoyens continuent à freiner ensemble, comme ils le font en ce moment, nous allons y arriver. Un mot sur une différence entre la première et la deuxième vague, entre le premier et le deuxième confinement, c'est l'ouverture des écoles. Le nombre de contaminations à l'école a été multiplié par 7 entre la semaine dernière et cette semaine en Bourgogne-Franche-Comté. Alors ça reste un nombre très limité d'élèves, mais est-ce qu'il y a là un point d'inquiétude ? Non, parce que dans les écoles, d'abord, les gestes barrières se développent de manière très intense. Mes enfants sont à l'école primaire et elles portent maintenant parfaitement le masque. Elles savent exactement ce que sont les gestes barrières. Donc ça n'est pas un point d'inquiétude, à condition qu'à la maison, on respecte aussi les règles du confinement et que les enfants ne passent pas des parents vers chez les grands-parents et vice-versa, de façon à ne pas créer des chaînes de transmission. Alors vous parliez de la solidarité entre les hôpitaux, entre les différents établissements de la région. On va l'évoquer avec Elsa Bezin à Mâcon. Elsa, vous êtes avec justement le directeur de l'hôpital de Mâcon. Oui, le directeur de l'hôpital de Mâcon, un hôpital qui est passé dans le rouge du jour au lendemain il y a quelques semaines. Jean-Claude Théoly, bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que votre hôpital aujourd'hui, vous diriez qu'il maîtrise la situation et surtout pour combien de temps ? Bonjour, donc oui, aujourd'hui je pense que l'hôpital maîtrise la situation. On a une organisation qui nous a permis de faire face à cet afflux de patients. Effectivement, l'afflux s'est fait en quelques jours, puisque de mi-octobre à aujourd'hui, on a vu une progression du nombre de patients hospitalisés extraordinaire en nombre, puisqu'on est passé de pratiquement 5 à 6 patients qu'on suivait au quotidien à plus de pratiquement 100 patients aujourd'hui. Alors avec un afflux de patients, mais aussi avec des personnels contaminés, des soignants contaminés. Oui, des soignants aussi. Contrairement à la première vague, on a eu beaucoup de soignants qui se sont contaminés. Sur les 15 premiers jours de l'épidémie, on a eu plus de 85 patients contaminés très rapidement. Ça veut dire des arrêts maladie ? Absolument, des arrêts maladie. Je parlais de patients professionnels, je voulais dire 85 professionnels contaminés. Donc effectivement, des arrêts maladie qu'il a fallu gérer avec les difficultés que l'on sait. Alors comment on s'organise justement quand on a 80-85 arrêts maladie ? On se tourne vers le privé ? Alors, on sollicite effectivement nos ressources internes et privées. Effectivement, on a beaucoup travaillé avec les cliniques, avec les établissements privés, majoritairement avec la polyclinique du Val-de-Saône, mais également avec les établissements du Tinaillé, qui sont situés à Irigny, qui sont des établissements de soins de suite, et avec le Bourbonnais, et autres établissements privés avec qui nous avons travaillé pour nous aider dans cette prise en charge. Alors, puisque vous parlez de cliniques privées, vous avez à vos côtés Bastien Rambaud. Bastien, vous êtes chirurgien à la clinique du Val-de-Saône, la clinique voisine. Concrètement, quelle aide vous apportez à l'hôpital de Mâcon aujourd'hui ? Bonjour. On a pu, en déprogrammant toutes les interventions, enfin une grande partie des interventions, libérer du personnel médical. Et cela nous a permis de pouvoir ouvrir un service dédié aux patients Covid qu'on prend en charge en soins de suite lorsqu'ils sortent de l'hôpital en attendant une éventuelle convalescence. On a également pu mettre à disposition nos anesthésistes qui viennent participer au tour de garde en réanimation, ainsi que du personnel qui peut intégrer les roulements en réanimation ou en service de médecine si nécessaire. Jean-Claude Théoly, vous ne tenez pas si vous n'avez pas la clinique privée ? Actuellement, on n'y tiendrait pas.
On ne tiendrait pas puisqu'en fait, lors de la première vague, on avait pu faire face à un afflux de plus de 100 patients, un peu plus de 100 patients. Aujourd'hui, si on somme les patients présents plus les patients transférés, on est à plus de 150 à 160 patients à prendre en charge simultanément. On n'aurait pas tenu. Bastien Rambaud, ça veut dire qu'une clinique privée qui aide le public, ça veut dire que vous acceptez de perdre de l'argent parce que ça veut dire moins d'actes rémunérateurs, c'est ça ? Alors, en effet, certaines parties, certains chirurgiens notamment, sont beaucoup plus impactés que d'autres et du coup, essayent de participer à cet effort, mais financièrement, c'est très compliqué pour eux également. C'est pas ce que font toutes les cliniques quand même. C'est pas le réflexe partout. Alors déjà, lors de la première vague, on a été très partenaire de l'hôpital. On a essayé de travailler beaucoup avec eux. Et on avait déjà mis en place des choses avec beaucoup plus de personnel transféré à la polyclinique, à l'hôpital. Actuellement, comme on a ouvert ce service, on a besoin d'énormément de personnel. Et donc notre personnel du bloc opératoire participe à la gestion des patients du service Covid. C'est une des belles choses, peut-être, s'il y en a une de cette crise, c'est cette collaboration publique-privée. C'est inédit ? À mon niveau, c'est inédit. Clairement, à ce niveau-là de partenariat, de collaboration, c'est inédit. Bastien Rambaud. Je ne sais pas comment ça fonctionne ailleurs, mais ici, c'est vrai qu'on a la chance de très bien s'entendre avec le CH et de pouvoir proposer cette aide. Est-ce que vous pensez que ça va s'amplifier, que ça va un petit peu augmenter, ou est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce qu'il y a des pistes explorées? Pour l'instant, on a l'impression qu'on va atteindre, j'espère, un pic. Nous, personnellement, on ne pourra pas faire plus au point de vue lit que ce qu'on a proposé 15 actuellement. lits, hein. 15 lits actuellement. On essaiera éventuellement de mettre en plus du personnel si on est obligé de déprogrammer encore. Mais il ne faut pas oublier non plus les patients qui n'ont pas le Covid et qu'il faut continuer à prendre en charge, car c'est important pour eux aussi qu'il n'y ait pas de perte de chance. Merci à tous les deux pour votre témoignage. Merci beaucoup, c'est à vous, Jérémy. Chantal Carroger, cette collaboration exemplaire entre le public et le privé à Mâcon, j'imagine qu'elle vous fait un peu rêver à Besançon. Ça ne se passe pas tout à fait comme ça encore. Alors, nous avons eu une belle coopération durant la première vague. C'est peut-être un petit peu plus compliqué durant cette deuxième vague. Pour autant, la clinique Saint-Vincent a ouvert des lits de médecine, devrait en ouvrir davantage. Lundi, c'est-à-dire demain, la clinique va ouvrir des lits de soins intensifs, 4 lits, et ensuite 4 lits. Et la polyclinique, depuis jeudi, a ouvert quelques lits de médecine. Et vous me disiez en préparant cette émission que vous auriez aimé que ça se déclenche un peu plus vite quand même. Parce que oui, là, vous êtes déjà au summum de vos capacités ici à l'hôpital public. Vous auriez aimé un peu plus d'aide et plus tôt du privé. Bien sûr, on aurait souhaité cette aide un petit peu plus précocement. Bon, elle arrive, c'est le principal. Éric Alauzet, on est en état d'urgence sanitaire. Comment et peut-on imposer à des établissements privés de se mobiliser, de venir en aide à l'hôpital public? On voit bien quel est l'enjeu, ce que vient de dire Mme Carroger, ce qui a été dit dans votre reportage. C'est la souplesse, l'adaptation du système de soins. On n'est pas dans des compartiments. On est sur une crise centenaire. Et on ne peut pas, pour une crise centenaire, organiser le système de soins pour une crise qui arrive tous les 100 ans. Donc, on est bien obligé de faire travailler ensemble le privé et le public, l'hôpital et la ville, comme j'ai indiqué précédemment. Peut-on l'imposer au privé? C'est en train de se faire, alors avec des accros plus ou moins rapidement. On a eu un bel exemple là avec le reportage. Madame Carroger vient d'expliquer ce qu'il en était à Besançon. La médecine de ville se mobilise. D'ailleurs, un des enjeux des périodes qui arrivent là, où il va falloir que la médecine de ville se mobilise beaucoup plus, dans ce qu'on appelle la résilience, l'adaptation. On va demander aux médecins de ville de pouvoir peut-être prendre en charge des patients qui seraient restés un peu plus longtemps à l'hôpital, de les prendre en charge un peu plus tôt, sur de l'oxygénothérapie par exemple, des soins à domicile. Donc on voit bien qu'on a eu la polémique, y a-t-il assez de lits ou pas dans ce pays? On y reviendra. Voilà, c'est pas le sujet, c'est de s'adapter, d'être souple et d'être polyvalent. Chantal Carroger, on entendait le directeur de l'hôpital de Mâcon dire qu'il devait faire face à 80 arrêts maladie de soignants. Est-ce que vous aussi, ici à Besançon, vous avez du personnel arrêté car malade? Oui, bien sûr, nous avons du personnel en arrêt maladie, comme durant la première vague. Et si on regarde un peu nos statistiques, on a à peu près un point d'écart avec septembre l'année dernière, octobre l'année dernière. Oui, on a du personnel absent pour des raisons aussi liées au fait que certains aient été contaminés, mais moins que la première vague. Hein, quand on regarde aujourd'hui les chiffres, on voit qu'il y a moins de personnel contaminé durant cette deuxième vague que par rapport à la première. Alors, on va venir sur les conditions de travail des soignants, mais je vous propose d'en écouter quelques-uns de ces soignants. Ils se sont exprimés à plusieurs reprises, témoignages entendus ces derniers jours sur France 3 Franche-Comté.
nous sommes fatigués, nous sommes usés et nous sommes aujourd'hui habitués et désabusés devant ce qui s'est passé entre les deux vagues, puisque finalement, il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est qu'on a continué de détruire le service public. On a perdu à Besançon 28 lits d'hospitalisation. Entre les deux vagues. Entre les deux vagues, et un service essentiel qui permettait aux gens de reprendre pied après leur séjour d'hospitalisation. Nous allons faire face à cette nouvelle vague épidémique, mais il ne faut pas oublier que cette vague survient sur une population hospitalière qui est fragilisée du fait des pénuries de moyens, des pénuries de personnel. Et on aimerait bien que ce gouvernement fasse un vrai choc d'attractivité pour l'hôpital pour les mois et les années à venir, parce qu'on voit bien qu'on va devoir vivre avec ce virus pendant un long moment. Le problème avec cette deuxième vague, c'est en fait on a l'impression que personne n'ici est préparé. Et on se retrouve à mobiliser des étudiants de 3e année qui doivent être diplômés en juillet, encore une fois, au détriment de leurs études. Ça peut mettre aussi la vie des patients en danger parce qu'on a des manques de connaissances. En fait, on ne sait pas prendre en charge dans la globalité les patients. On peut mettre les patients en danger. Ce sont 2 étudiants infirmiers qui viennent de témoigner, que vous venez d'entendre de manière anonyme. Pierre Pribil, est-ce que ces étudiants qui sont réquisitionnés pour assumer des fonctions d'aide-soignant, vous assumez en quelque sorte de sacrifier leurs études pour la bonne cause? Alors d'abord, ils ne sont ni réquisitionnés, ni encore moins sacrifiés. Ce qui a été fait, c'est que les étudiants de 2e et 3e année en école d'infirmier ont été mis en stage, là où il n'était pas prévu que cette période soit une période de stage, de façon à ce qu'ils puissent prêter main forte. Ce n'est pas dans le cadre d'une réquisition, ça s'intégrera et ça a vocation à s'intégrer dans leur parcours de formation. Et j'ajoute... Ils ont le sentiment, eux, qu'on leur impose que c'est comme ça et pas autrement. Et que surtout, ils doivent apprendre sur le tas avant d'avoir eu les enseignements théoriques. Non, bien sûr que non. Ils sont mis à des postes qui correspondent à ce que leur savoir-faire permet de leur demander. Ils ne sont pas mis en danger, ni eux, ni a fortiori les patients auprès desquels ils travailleront. Et j'ajoute qu'avec le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, un effort très important va être fait pour majorer dans des proportions considérables l'indemnité de stage qui est à l'heure d'habitude. Elle va être majorée d'à peu près 200 € par semaine. Voilà, c'était 244, c'est normalement 50 € par semaine et ça va augmenter à 244 € par semaine, c'est bien ça? Tout à fait. Éric Alauzet, on entend des soignants dire qu'ils sont usés, fatigués, qu'ils travaillent dans des conditions très compliquées. Que répondre? Est-ce que c'est la réalité ou c'est un sentiment? Ah non, c'est une réalité et sur une ambiance de fond de la population, de doute, d'inquiétude, de pessimisme, auquel ils n'échappent pas eux-mêmes en tant que citoyens. Donc ça s'ajoute à la charge de travail qui est importante, des patients qui vont mal, quand vous avez des jeunes qui sont en coma, qui sont entre la vie et la mort, je veux dire, ça affecte, ça touche. Donc c'est une réalité. Alors après, il y a le problème structurel de l'hôpital, on en parle depuis des années. La loi de finances de la sécurité sociale a prévu plus 4 milliards de travaux dans les hôpitaux. On a augmenté significativement les rémunérations de l'ensemble des personnels, 180 € par mois. C'est quand même du jamais vu. Donc ça règle pas le problème de l'usure, du stress, de l'émotion. Mais enfin, ça compte quand même. Voilà. Donc il y a des progrès à faire, mais de toute façon, quand on est en crise, comme je le disais tout à l'heure, c'est une mobilisation générale. C'est du stress pour tout le monde. C'est une situation inédite et ce n'est pas quelques lits supplémentaires qui auraient permis de régler le problème. C'est l'adaptation, c'est la mobilisation de ce qui existe par ailleurs, la polyvalence. Il faut passer d'un service à l'autre. Il faut mobiliser des lits qui ne sont pas des lits de réanimation de soins intensifs vers la crise Covid. C'est tout ça qui doit être fait. Et l'hôpital, c'est remarquable. La capacité que l'hôpital a eue déjà dans la première vague, et un peu mieux maintenant encore, parce qu'il y a l'expérience, les compétences qui s'ajoutent, qui a été capable de s'adapter. Notre système de soins tient bon, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays. Chantal Carogé, on a entendu un infirmier syndicaliste se plaindre et prendre l'exemple d'une suppression de 28 lits. C'est un service de soins de suite qui a été supprimé il y a quelques semaines. Était-ce une décision judicieuse? Est-ce que vous n'en auriez pas eu besoin de ces lits en ce moment? Avant de répondre à cette question, je voudrais quand même dire qu'on s'était préparé à cette deuxième vague, puisque nous avons recruté pendant l'été 120 soignants, c'est-à-dire infirmiers, aides-soignants, 120. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux qui ont recruté autant de personnel. Et si nous l'avons fait, c'est justement pour avoir du personnel en nombre à la sortie des écoles pour pouvoir faire face à cette deuxième vague. Alors, est-ce que c'est judicieux ou pas? La question, elle ne se pose pas ainsi. C'est-à-dire que nous avions un service qui avait donc 27 lits.
Le souci, c'est que le personnel médical est parti et nous nous sommes retrouvés dans l'impossibilité d'avoir des médecins pour assurer la permanence des soins. Donc ce n'est pas un problème de personnel non médical, mais d'absence de médecins, ce qui a fait que nous avons été obligés de fermer ces lits-là. Et d'attractivité donc des professions médicales et de l'hôpital en général. On revient aux questions plus générales. Je vous propose de retourner voir Elsa Bezin avec le directeur de l'hôpital de Mâcon. J'imagine que ici, comme à Mâcon, l'inquiétude c'est aussi de tenir sur la durée. Oui, effectivement, on va poser la question à Jean-Claude Théoly. Comment on tient dans la durée, vous qui êtes directeur de l'hôpital de Mâcon? Je pense que pour tenir dans la durée, il faut absolument que nos professionnels puissent prendre en charge ou travailler dans de bonnes conditions. C'est la condition sine qua non. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire simplement qu'il faut que les personnes soient en nombre suffisant. Bien sûr, les personnels sont en nombre suffisant. La Covid mobilise beaucoup plus de monde qu'une pathologie traditionnelle, mais pas que. Il faut effectivement du monde, mais il faut aussi qu'on ait des filières de prise en charge qui fonctionnent. Ça veut dire que les patients doivent pouvoir être pris pris en charge de manière fluide. Un patient qui n'a plus besoin de rester en réanimation doit pouvoir trouver un lit d'aval. Et la personne qui est en médecine doit pouvoir aussi effectivement trouver des lits d'aval. Donc ça, c'est fondamental. Il faut que l'on ait des professionnels qui soient en nombre, mais il faut aussi que nos filières fonctionnent bien. Et c'est l'importance de ces collaborations qu'on a eues avec nos établissements d'aval, qu'ils soient publics ou privés. On a parlé de l'épuisement, là, tout de suite dans l'émission, de l'épuisement de ces soignants. Est-ce que vous avez eu des soignants qui ont démissionné depuis le printemps dernier? Alors, l'épuisement physique existe sans aucun doute, l'épuisement moral existe sans aucun doute, mais pour autant, moi je tiens à souligner la mobilisation des soignants. Parce qu'en fait, depuis le début de la crise jusqu'à aujourd'hui, le nombre de démissions est en fait infime. Il y en a eu très très peu. Et je rappelle quand même que les soignants ont été confrontés à une crise continue depuis fin février jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a eu fin février, il y a eu la période Covid jusqu'au mois de mai, il y a eu ensuite toutes les reprises qu'il fallait faire absolument pour tous les patients qui avaient été en retard de prise en charge, puis il y a eu la période de repos, on va dire des congés, bref, il y a eu une pression qui a été continue sur les hôpitaux, et nos soignants sont restés mobilisés de bout en bout, et moi je tiens à souligner leur engagement, dans tous les cas, au niveau de l'hôpital de Mâcon, ça a été fantastique, et au niveau des cliniques et des établissements d'aval, fantastique. Jean-Claude Théoly, est-ce qu'on peut avoir une lueur d'espoir? Est-ce qu'on va sortir de cette crise? Est-ce qu'on va la gagner? Si la crise reste sur le rythme actuel, je pense qu'on sera en capacité de faire face, grâce à l'aide de toutes les structures publiques et privées, encore une fois, au plan régional. On a eu une grosse réponse locale au niveau du groupement de territoire. On a une réponse régionale avec l'aide de l'Agence régionale de santé et de tous nos établissements, collègues d'établissements, qu'ils soient universitaires, centres hospitaliers universitaires ou hôpitaux généraux. Donc oui, dans ces conditions, je pense qu'on peut, je l'espère, dans tous les cas, pouvoir faire face dans les semaines qui viennent. On devrait sortir de cette crise. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous, Jérémy. Merci Elsa, merci pour ce témoignage optimiste. On a parlé des effectifs, des conditions de travail des personnels soignants. J'aimerais une question, Pierre Prébil, sur le matériel. On a vu lors de la première vague des citoyens découper des toiles de montgolfière pour fabriquer des surblouses pour les soignants. On a vu l'État réquisitionner des masques sur des tarmacs d'aéroports pour des masques commandés par des collectivités locales. On a vu des étudiants adapter des masques de plongée pour faire des respirateurs. Est-ce que pour cette deuxième vague, les soignants vont disposer du matériel dont ils ont besoin? Alors vous mettez le doigt sur une des grosses différences entre la deuxième et la première vague, c'est que nous n'avons plus aujourd'hui ce type de difficultés, ni sur du matériel de protection, ni sur des respirateurs, ni sur tous les matériels que vous avez cités, ni sur les tests qui sont en nombre considérable. Donc j'entendais tout à l'heure quelqu'un dire que la deuxième vague n'avait pas été préparée. En réalité, pendant que sur un certain nombre de plateaux télé, pas mal de soi-disant experts prétendaient qu'il n'y aurait jamais de deuxième vague, eh ben, tous les gens dans les hôpitaux, dans les systèmes dans la médecine de ville, dans les établissements médico-sociaux, à l'ARS, préparer cette deuxième vague. Et la preuve en est que ce type de sujet a été réglé. Si vous nous rejoignez, il est 11h30, émission spéciale ce matin sur France 3 Bourgogne, France 3 Franche-Comté et France Info. Comment notre région, la Bourgogne-Franche-Comté, fait-elle face à l'épidémie de Covid-19? Pour bien comprendre la réalité de la maladie, nous sommes allés à la rencontre des premiers concernés, les patients. Un malade du Haut-Doubs, hospitalisé ici à Besançon, a accepté de raconter son parcours à Denicol après une semaine de réanimation. On l'écoute. C'est lors d'un voyage en Pologne en octobre dernier que Daniel est contaminé. De retour chez lui, cet habitant du plateau de Mèche ressent les premiers symptômes lors d'un repas entre amis. Je commençais d'avoir quelques courbatures. On a mangé ensemble, toujours pareil, mesures barrières et autres.
Et puis moi qui suis un amateur de bon vin, je leur sers une bouteille et puis je leur dis, mais waouh, pas bon. Ils disent, oh là, c'est difficile. Hein. Et ben non, c'était les premiers symptômes de la perte de goût. Dès le lendemain, les douleurs s'intensifient et gagnent tout son corps. Alors Daniel se rend chez son médecin traitant. Dans un premier temps, la prise de corticoïdes durant 3 jours améliore son état de santé. J'ai cru que j'étais sauvé. Et puis pensez-vous, c'est revenu de plus belle. Et puis jusqu'au lundi matin où il a fallu appeler le 15. Et après, vous ne maîtrisez plus rien. Souffrant d'insuffisance respiratoire, Daniel est hospitalisé en urgence au centre hospitalier Jean Mingeot à Besançon. Il restera 1 semaine en réanimation. On vous intube, on vous endort, vous délirez, vous avez des images plein la tête qui défilent. Vous vous battez, vous dites je veux vivre, j'ai envie de vivre. Et puis après on vous réveille. Jusqu'à avant-hier, on m'a dit cette fois on peut vous extuber. Alors là c'était une victoire. J'ai plus tout sur le dos, quoi. Je suis plus tout seul. J'ai fait mon boulot, je me suis battu, mais je suis plus tout seul. Voilà, témoignage très fort de ce patient en sortie de réanimation. Bonjour, professeur Samuel Lima. Vous êtes le président de la commission médicale d'établissement ici au CHRU Jean Mingeot de Besançon. Est-ce qu'on peut faire un point avec vous sur le profil des malades du Covid? Qui sont-ils? Alors, le profil des patients à l'hôpital, alors on a dit ça a peut-être un peu changé en termes d'âge, mais je voudrais quand même rappeler, cette maladie, elle a des constantes. On estime que 3 à 5% des patients qui contractent le Covid nécessiteront une hospitalisation. Et parmi ces malades, 15 à 20% nécessiteront des soins critiques, donc une réanimation. On meurt encore aujourd'hui en service réanimation dans vos services? Alors, même si la mortalité a évolué depuis le tout début de la maladie, malheureusement, on est encore sur des taux de mortalité de 20 à 25%. Donc oui, le Covid tue encore et il faut le répéter. Quel est le profil? On parle beaucoup des comorbidités, de l'âge des malades. Pierre Préby, le profil type des malades du Covid, c'est plutôt un homme, plutôt âgé, c'est ça? Alors quand on regarde les patients les plus graves, ceux qui sont en réanimation, 70% d'entre eux ont plus de 65 ans. Mais je voudrais faire remarquer que 65 ans, c'est quand même pas bien vieux, et que 30% ont donc moins de 65 ans. S'agissant de ce que vous appelez les comorbidités, c'est-à-dire des patients qui avaient déjà une maladie, effectivement, 85% de ces personnes en réanimation, les plus graves, avaient une maladie associée, de l'obésité, un diabète, de l'hypertension principalement. Mais ça veut dire qu'il y avait aussi 15% de personnes qui étaient parfaitement bien portantes. Donc ça, ce sont des statistiques, mais quand vous êtes jeune et bien portant et que vous vous retrouvez en réanimation, ça vous fait une belle jambe de savoir que vous aviez peu de chances d'y être. Je crois, Eric Alauzet, que vous avez une proche jeune et bien portante qui a été affectée et durement par cette maladie. Ça fait partie de tous ces gens. Ma fille, effectivement, a été bien secouée, bien plus fortement que quand elle avait une grippe sévère déjà, avec perte du goût, perte de l'odorat, une bronchite sévère. Tout ça, c'est bien arrangé. Il n'y a pas une nécessité d'hospitalisation, mais moi, à titre professionnel, j'ai plus beaucoup d'activités médicales, mais j'ai rencontré beaucoup plus de gens atteints de cette maladie que j'en avais rencontré au printemps, et avec des cas plus sévères qui n'ont pas tous nécessité l'hospitalisation. Mais il faut vraiment... Vous savez, on dit, si on n'avait pas le problème des lits de l'hôpital, tout irait bien. Non, parce que déjà, on a vu comment le système était résilient, mais surtout, plus on a de cas, plus statistiquement, les statistiques viennent d'être données par le professeur Samuel Lima, à la fin, on a 0,5% de décès par rapport au nombre de cas totaux. Donc, c'est pas tant le nombre de lits qui compte, mais d'avoir le moins de cas possible, le moins de personnes qui soient touchées par cette maladie. Et encore, comme pour les accidents de la route, on ne parle que des morts et jamais des 20 fois plus blessés. Là, on a beaucoup plus de personnes qui gardent des séquelles respiratoires, sensorielles et autres. Voilà. On aura un témoignage d'un malade voire de la sévère, première vague, voire grave. Parmi les différences avec le printemps, il y a, Pierre Préby, vous l'avez dit tout à l'heure, l'arrivée des tests et notamment des tests antigéniques. Je vous propose de regarder ce reportage tourné il y a quelques jours dans Lyon. Basis Djaouti et Gabriel Talon. Frédéric est l'une des premières à passer un test antigénique dans cette pharmacie d'Auxerre. Comme pour un test PCR classique, elle n'échappe pas à la tige dans les narines, mais la différence, capitale pour elle, c'est la rapidité pour avoir les résultats. C'est déjà plus rassurant.
de savoir tout de suite. On est déjà moins inquiet quand on a les résultats d'un examen tout de suite que si on attend une journée ou deux. Sur place, en moins d'une demi-heure, le résultat du test est connu. Comme pour un test de grossesse, les échantillons vont parler. La première barre signifie que le test a fonctionné, la seconde qu'il est négatif et la troisième que la personne est positive au Covid. Là, on va juste savoir si oui ou non il y a du virus, mais on ne va pas savoir la quantité exacte. Donc c'est un test rapide et qui peut se faire juste sur une petite cassette, donc pas besoin de machine en laboratoire. Gratuit, plus souple et plus rapide, le test antigénique est destiné aux personnes asymptomatiques hors cas contact, mais aussi aux personnes symptomatiques de moins de 65 ans, sous certaines conditions, comme l'impossibilité d'avoir le résultat d'un test PCR avant 48 heures. Les infirmiers, les médecins ou encore les pharmaciens peuvent effectuer ces tests antigéniques, des tests encouragés par l'ARS. Ça va nous permettre de disposer d'une nouvelle arme pour casser les chaînes de contamination de coronavirus. C'est une arme qui est complémentaire, ça ne va pas remplacer les tests PCR, mais c'est une arme qui va être efficace puisque les tests antigéniques permettent d'avoir un résultat qui est très rapide. Moins fiables que les tests PCR, les tests antigéniques devraient permettre de désengorger les laboratoires, mais aussi de détecter et d'isoler beaucoup plus rapidement les cas Covid. Samuel Lima, en quoi l'arrivée de ces tests a changé votre manière de travailler à l'hôpital? Alors, à l'hôpital également, les tests antigéniques, c'est une offre supplémentaire qu'on a par rapport à la technique PCR. Et vous avez bien compris que le grand intérêt de ces tests-là, c'est d'avoir une réponse rapide. Donc aujourd'hui, dans les admissions hospitalières, ces tests nous permettent d'avoir une orientation plus rapide des patients en complément d'un test PCR. Donc en général, à l'hôpital, on combine le test rapide antigénique et puis la PCR de confirmation dont on a le résultat entre 12 et 24 heures en secteur hospitalier. Ça permet de trier parce que la première vague, on s'en souvient, on oublie vite, mais tout le monde venait à l'hôpital sans forcément avoir le Covid. Ça, c'est une des grandes évolutions entre les deux vagues, c'est qu'aujourd'hui, les patients ne viennent pas à l'hôpital pour se faire diagnostiquer, arrivent à l'hôpital uniquement les patients qui nécessitent une prise en charge hospitalière. Et ça a changé totalement notre organisation, notamment dans les lignes médecine. Alors, parmi les autres conséquences de l'épidémie, il y a la déprogrammation de ce qu'on appelle les opérations non urgentes pour libérer des lits, pour libérer du personnel, un système de vases communicants qui n'est pas sans conséquence pour ceux qui attendent une opération. Derrière chaque report, il y a des histoires souvent douloureuses. Voyez ce reportage d'Emmanuel Rivalin, Florence Petit et David Martin. Le coup de téléphone est arrivé 3 jours seulement avant son opération. Tout s'arrête d'une minute à l'autre, je dirais. J'ai eu un appel téléphonique le vendredi 16 après-midi et voilà, on m'a annoncé qu'en raison du Covid, on ne pouvait pas maintenir mon opération. Caroline Gilles s'était pourtant préparée physiquement et mentalement depuis plusieurs mois à l'ablation de son sein droit. On ne peut rien faire face à ça. On se retrouve impuissant, dans une grosse détresse parce que mon corps s'est complètement raidi. Quand j'ai eu cette nouvelle, j'ai senti une boule d'angoisse énorme et je me suis dit, de toute façon, comment faire? On ne peut rien faire. Aujourd'hui, elle n'éprouve aucune animosité contre l'hôpital ni contre les médecins, bien au contraire. Mais les déprogrammations portent un risque à moyen terme, surtout pour les dépistages. Ce que l'on a raté pour l'instant, ce que l'on sait, c'est que sur les 64 000 cas de cancer qu'on aurait dû voir pendant la première vague, on en a vu 30 000. La moitié. On s'attend donc, sur les années qui viennent, à un excès de mortalité dû au cancer, alors qu'on était dans une tendance inverse. Comment l'hôpital gère-t-il ces déprogrammations? Le CHU de Besançon garde coûte que coûte la chirurgie pédiatrique, l'oncologie, les urgences, mais il doit reporter beaucoup d'actes. Actuellement, on considère qu'on a déprogrammé 65% de l'activité réglée chirurgicale. Le niveau de déprogrammation dont je parle a été mis en œuvre juste après les vacances de la Toussaint, donc depuis une quinzaine de jours désormais. Les déprogrammations pourraient-elles s'intensifier? L'hôpital ne l'exclut pas, mais les soignants feront tout pour combattre sur 2 fronts, le Covid et les autres pathologies.
Pierre Prébil, on s'attend à une surmortalité due au cancer. Comment combattre sur plusieurs fronts ? Alors d'abord, les déprogrammations, elles ne sont pas générales et elles sont soumises à un avis médical à chaque fois. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut déprogrammer pour redéployer du personnel et être capable de prendre en charge cet afflux massif de malades. Mais chaque décision de déprogrammation fait l'objet d'un regard médical pour être certain d'abord de pouvoir prendre en charge des urgences. Il y en a toujours, et le CHU de Besançon l'a expliqué tout à l'heure. Et aussi ne pas générer des reports qui porteraient atteinte à la santé des malades et qui risqueraient d'entraîner une perte de chance. Alors justement, il y a cette notion de perte de chance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que pour un certain nombre de malades décalés de quelques semaines ou quelques mois, l'opération n'est certes pas une bonne nouvelle, mais ne va pas entraîner un risque grave pour leur santé. Pour d'autres, ça n'est pas possible. Et donc, ce choix, il est médical. Je veux vraiment insister sur le fait qu'il n'y a pas une instruction administrative générale qui s'applique indépendamment de la situation de chaque malade. Ces choix sont extrêmement compliqués, mais ils sont médicaux. Samuel Lima, est-ce qu'il y a une crainte du corps médical par rapport à ces traitements qui ne sont pas pris en charge pour libérer des lits du personnel pour traiter la Covid ? Il est évident que le fait d'avoir à déprogrammer de manière durable ce qu'on a fait lors de la première vague et ce qu'on renouvelle lors de la deuxième vague, ce n'est pas une situation normale. Et je confirme les propos de Pierre Prébil, tout ça est quand même encadré au maximum par les équipes médicales et chirurgicales. Donc il y a un niveau de priorisation qui est fait sur la chirurgie qu'on maintient. Et un des enjeux de cette deuxième vague, et ça fait partie de la préparation qu'on a eue, c'est d'avoir une réversibilité du dispositif. Et ce qu'on souhaite, c'est pouvoir redémarrer au plus vite une offre normale de soins. Contrairement à la première vague où tout avait été déprogrammé quasiment d'un coup, là ça a été progressif. Alors ça a été progressif et puis sans rentrer dans le détail, on a mis en place des organisations dans la déprogrammation qui devraient nous permettre de reprendre plus rapidement, justement pour éviter ces retards de prise en charge et éventuellement ces pertes de chance. Éric Alauzet, là, au niveau plus général, il y a clairement un enjeu de santé publique sur les autres maladies. Oui, j'évoquais tout à l'heure la nécessité de libérer les lits le plus possible, d'où l'importance, je réinsiste là-dessus, c'est en train de se faire, de se préparer, de se développer, que des patients puissent sortir, gagner quelques jours à la sortie de l'hospitalisation, sortir 2 jours, voire une semaine plus tôt, parce que la médecine de ville sera en capacité de prendre en charge l'oxygénothérapie, par exemple, ça contribue à pouvoir maintenir ou reprogrammer des soins habituels. Voilà. Et on en reviendra toujours au même. Évitons que de nouvelles personnes tombent malades, parce qu'à la fin, sur les 100, il y en a 20 et puis 2 en réanimation. Donc ça reste toujours, la clé de voûte reste toujours les gestes barrières, la distanciation, la ventilation, etc. Il ne faut jamais se départir de ça. Et notre responsabilité collective, ce n'est pas juste pour se protéger soi, c'est pour nous protéger globalement, les soignants, le système de soins et nous-mêmes, évidemment. Et pour prolonger ce que vous dites, on va repartir à Mâcon, où Elsa Bezin est cette fois à côté d'un malade ou d'un ancien malade de la première vague. Oui, Jérémy, il s'appelle Christian, il a 63 ans, il est retraité. Bonjour Christian, merci d'avoir accepté de revenir ici à l'hôpital de Mâcon où vous avez été soigné au printemps. Alors vous avez été atteint, vous, d'une forme extrêmement sévère au printemps dernier de la Covid. Ça a été très dur et très vite pour vous. Ah oui, c'était difficile pour moi et aussi pour la famille, les amis. Ça a été... c'est ils auraient tombé dessus, comme ça, je ne sais pas comment. Vous ne vous sentez pas bien, vous êtes hospitalisé très rapidement en réanimation. Oui, j'ai manqué de respiration. On a appelé le 15 et après j'étais embarqué. Ça a été rapide. 2 jours après, j'étais en réanimation pendant au moins 3 semaines. Et qu'est-ce qui se passe en réanimation? Je ne peux pas savoir. Puisque j'ai été endormi très rapidement et j'ai malheureusement perdu 2 jours de mémoire, les 2 jours avant. Et après, on est réveillé et on entend des voix qui vous disent bonjour. Est-ce que vous avez été plongé dans un coma pendant 3 semaines? Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Est-ce qu'on se dit je vais mourir? Non, je ne peux pas dire, encore une fois. Et je ne sais plus ce qui s'est passé avant. J'ai perdu ces 2 jours. Donc je l'ai peut-être dit, je n'en sais rien, mais je ne me souviens pas. Qu'est-ce qui vous a sauvé, Christian? Eh bien, figurez-vous qu'un soir, ils ont appelé mon mari pour venir me voir, et, parce qu'ils ne pensaient pas que j'allais passer d'autres jours, la nuit. Et puis, il m'a parlé, et je l'ai entendu.
Et c'est ça qui m'a accroché. Il vient vous dire au revoir et c'est ça qui vous... Oui. Vous l'entendez dans... Oui, je l'entends. Qu'est-ce que comment vous vous portez aujourd'hui? Est-ce que vous avez des séquelles? Comment ça va pour J'ai vous? eu des séquelles, oui, effectivement, on en a. J'ai eu des problèmes musculaires, des problèmes articulaires, des soufflements encore, cardiaques également. Cette année, je vois beaucoup de médecins. Et puis, c'est surtout l'envie de s'en sortir qui est le plus important. Parce que la vie est là. Grâce aux équipes médicales, je suis là devant vous. Je peux témoigner. Vous dites j'ai gagné le combat de ma vie. Ah, je me suis même pas dit ça. C'est la vie. De ma vie, je sais pas. Mais en tout cas, ça a été vraiment un combat. Est-ce qu'on se sent miraculé quand on vit ça, puisque c'était au printemps dernier, 1 mois d'hospitalisation, du coma, derrière 2 mois de rééducation, 3 mois sans être chez vous? Oui. Je peux pas dire miraculé, parce que un miracle, c'est quelque chose qui arrive qu'on ne sait pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi. C'est les équipes qui étaient derrière. Les infirmiers, les docteurs, même les ambulanciers. Qu'est-ce que vous diriez aux gens, vous, aujourd'hui? C'est un appel à la raison que vous avez envie de lancer? Oui, c'est un appel à la raison, parce que il faut savoir que porter le masque, c'est pas facile. Certains disent que c'est liberticide. Avoir les tubes dans la bouche, se réveiller 3 semaines plus tard, avoir perdu 20 kilos, ne plus pouvoir marcher, plus pouvoir rien faire, ça c'est liberticide. C'est incroyable, mais vous n'êtes rien, vous êtes une masse. Vous ne pouvez plus vous lever, vous ne pouvez plus aller aux toilettes, vous ne pouvez rien faire. On est obligé d'être avec vous. Et là, le jour, après quelques jours de rééducation, je bouge, certes avec un déambulateur, là c'est la liberté. Et c'est la vie qui reprend. Merci beaucoup, Christian, d'être venu témoigner. On l'a compris, vous êtes encore fatigué, mais porté par la joie d'être en vie. Merci beaucoup. Oui. Merci. Merci Elsa, merci à votre invité pour son témoignage et son hommage aux soignants. Samuel Lima, comment gérer, parce qu'il faut aussi gérer la prise en charge médicale des malades de la première vague? Personne ne s'en sort de manière anodine. Oui. Alors effectivement, et d'ailleurs dès la première vague, ont été mis en place des filières de prise en charge pour les patients qui sortaient de réanimation. Et on sait que le chemin est très long. Et donc il y a des techniques de rééducation effectivement spécifiques qui ont été mises en place. Et il y a un gros travail d'ailleurs en aval de l'hospitalisation avec les lits de SSR, puisqu'on voit bien que les patients ont besoin d'une réadaptation qui en général est très longue derrière la réanimation. On n'en récupère jamais tout à fait? On peut espérer, il y a des patients qui récupèrent plus vite que d'autres, mais ça reste des techniques quand même globalement très lourdes, effectivement. Alors on l'a vu tout à l'heure, les aînés sont particulièrement concernés par cette épidémie de Covid-19 et contrairement au premier confinement, beaucoup d'EHPAD autorisent cette fois-ci les visites, une nécessité évidemment pour l'équilibre des résidents. Reportage dans une maison de retraite médicalisée de la Nièvre avec Rémi Chiden et Sophie Aymar. Des entretiens de 30 minutes sur rendez-vous, 2 fois par semaine à 2 mètres d'écart dans le hall. Dans cette EHPAD d'Infis, c'est le protocole imposé depuis quelques semaines pour les visites. Des restrictions, mais pour les résidents, l'essentiel, c'est de pouvoir maintenir le lien. Pourquoi c'est important? Si, parce que notre famille, c'est quand même notre vie. Voir mon fils, parce que je suis toute seule. Ouais. Ça permet d'avoir un lien avec l'extérieur? Oui. Au printemps, les familles avaient été privées de ces rencontres le temps du confinement. Les nouvelles consignes sont donc appréciées. C'est beaucoup mieux quand même, parce que c'est vrai qu'on ne pouvait pas les voir du tout. Ils étaient confinés dans leur chambre. C'est pas évident, pas du tout. Au quotidien, certains services comme le salon de coiffure sont suspendus. Mais plus encore que lors du premier confinement, le personnel tente de maintenir les soins et les activités des pensionnaires. Là, on n'est pas dans une fermeture totale. Et le fait que la maison soit quand même ouverte, avec tous les risques que ça peut comporter, on a l'impression quand même qu'il y a la vie est toujours là, quoi. C'est beaucoup moins, ça fait moins confiné, si j'ose dire, et il y a quand même du mouvement. Et les efforts portent leurs fruits. Jusqu'ici, l'EHPAD Pierre Bérégovoy d'Infis n'a pas recensé de contamination parmi ses résidents. Pierre Pribil, cet établissement est préservé, mais certains EHPAD sont dans une situation critique. Comment gérer ce risque?
Vous le voyez, là aussi, on a beaucoup appris de la première vague, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de protéger nos aînés dans ces établissements, mais sans les isoler, parce qu'on peut aussi mourir d'isolement dans un EHPAD. Et donc je voudrais d'abord commencer par rendre hommage à tous ces personnels qui sont aussi héroïques dans ces établissements que dans l'établissement dans lequel nous sommes, les hôpitaux. Parce qu'à la différence d'un hôpital, dans un EHPAD, on ne peut pas déprogrammer, on ne peut pas redéployer du personnel. Les résidents sont là, il faut s'en occuper, en élevant considérablement le niveau de vigilance au quotidien, d'abord pour éviter que le virus n'entre, et quand malheureusement il entre, pour augmenter encore le niveau des prises en charge et de protection dans l'établissement. On a peut-être tendance à l'oublier, mais on meurt encore beaucoup de l'épidémie de Covid en EHPAD. C'était un tiers des décès en Bourgogne-Franche-Comté la semaine dernière, je crois. Tout à fait. La semaine dernière, nous avons enregistré près de 100 décès dans les EHPAD. Donc l'épidémie, là aussi, fait rage. Et je veux le dire, ça n'est pas du fait d'un défaut d'accompagnement de ces personnes par le personnel. Bien au contraire, ils font des efforts considérables au quotidien. Mais plus la pression épidémique augmente sur le territoire, plus la probabilité que le virus entre est élevée. Donc tous les efforts que nous faisons au quotidien, en respectant le confinement et les gestes barrières pour faire diminuer la circulation virale, permettent aussi de protéger nos aînés. Oui, et cette Covid s'attaque d'abord aux personnes vulnérables et fragiles. Samuel Lima, ici à l'hôpital, vous avez mis des collaborations, je crois, en place avec les EHPAD, notamment pour accompagner les aides à la décision dans les EHPAD. Tout à fait. Dès la première vague, nos équipes de gériatrie et de soins palliatifs ont mis en œuvre une plateforme téléphonique qui permet d'accompagner en fait tout le système médico-social avec des aides à la prise en charge, des décisions d'orientation des patients. Et depuis le début de la pandémie, c'est plus de 220 patients qui ont été pris en charge par cette plateforme-là. Et on a réussi à éviter quand même dans 40% des cas une hospitalisation en médecine hospitalière. Donc c'est quand même extrêmement important ce type de dispositif. Éric Alauzet, depuis le début de l'épidémie, revient régulièrement la question du confinement des personnes âgées. Est-ce une question taboue pour vous ? Non, ce n'est pas une question taboue, mais on sait que ce ne sera pas efficace. Ça peut être efficace à moyen terme, mais au bout de quelques semaines, de toute façon, puisque l'épidémie circule partout, le virus circule partout, de toute façon, le virus entrerait chez les personnes qui seraient confinées, dans les EHPAD. Donc, de toute façon, je ne parle même pas des dégâts psychologiques, familiaux que ça engendrerait. Hein. Le sujet est bien connu, c'est pour ça qu'on a adapté, mais simplement d'un point de vue de l'efficacité, la prévention, ce n'est pas la bonne mesure. Voilà. Donc, simplement, on appelle les uns et les autres en fonction de leur susceptibilité, de leur fragilité, à prendre leurs responsabilités pour s'exposer le moins possible, en évitant les allées et venues, pas toujours absolument nécessaires, je dirais pas d'essentiel. Voilà, c'est aussi de la responsabilité individuelle. Vous parliez des risques psychologiques. On a interrogé il y a quelques jours sur le plateau de France 3 Bourgogne un psychiatre dijonnais sur cette question. Je vous propose de l'écouter. Il y a des gens qui à la campagne, sont peut-être encore plus isolés, mais peut-être ont un jardin où ils peuvent sortir, ce qui sera différent d'une réalité urbaine où on est dans un 15 mètres carrés au centre-ville où on ne peut pas sortir. Là, on comprend que ça va être pesant pour le psychisme de ces personnes. Donc il y a vraiment des réalités très différentes. Il y a des inégalités, économiques qui vont se ressentir en fait au niveau psychologique, puisque si on a la possibilité de se mettre dans sa maison de campagne, si on a la possibilité de continuer à travailler, il y a des études qui ont montré que même le télétravail permettait d'avoir une soupape de sécurité psychique assez importante pour garder un lien social et donc du coup mieux supporter le confinement. Alors moi je pense que l'une des bases c'est de garder justement des liens sociaux. Et il y a des études qui ont montré effectivement que le simple fait de se téléphoner régulièrement entre proches ou voire même de communiquer par mail via les réseaux sociaux, c'était très important parce que ça permettait justement de ne pas avoir des troubles anxio-dépressifs qui ont été quand même multipliés par 2 à l'échelle française dans les premières semaines du confinement. Éric Alauzet, je vous redonne la parole. Comment justement gérer ce risque psychologique ? Est-ce que vous redoutez une sorte de cocotte minute ? Oui, on est dans une société quand même qui va vers l'individualisme. On est dans une société du plaisir et on a beaucoup de mal à accepter l'ensemble des contraintes que nous nous imposons collectivement pour essayer de juguler cette maladie. Et si au moins la vertu de cette crise, ça peut nous amener à être un peu plus attentifs aux autres, dans la famille, aux voisins, à s'interroger un peu plus sur la façon dont les uns et les autres vivent, à prendre connaissance de l'état de santé, de l'état d'isolement de telle ou telle personne, on aura beaucoup progressé dans notre société. J'ai moi au moins cette vertu-là dans cette crise. Mais le risque, il est massif et majeur, et il est encore plus important chez les personnes qui déjà au départ ont des troubles psychologiques, ceux qui sont plus ou moins suivis par les centres hospitaliers comme Novillar ici ou autres,
Ça, c'est des personnes extrêmement vulnérables pour lesquelles il faut prendre beaucoup de soins. Samuel Lima, on l'a entendu dès le début de cette émission avec un de vos collègues de Mâcon, une partie des Français est dans le déni, est sensible à des thèses complotistes. Est-ce que vous, en tant que médecin, ça vous affecte ? Écoutez, ça va faire maintenant bientôt 9 mois qu'on vit au rythme de cette pandémie. On est obligé de déprogrammer et de modifier la prise en charge de la plupart de nos patients. On n'a jamais eu autant de lits de réanimation et de malades en réanimation. Donc c'est quand même un peu difficile à entendre qu'on soit face à quelque chose d'autre qu'une réelle pandémie qui tue des gens. La grande nouvelle, entre guillemets, de la semaine, c'est l'arrivée imminente d'un vaccin contre cette maladie. Est-ce que ça vous réjouit? Est-ce que vous dites, enfin, on va sortir la tête de l'eau? Ou est-ce que vous avez encore des doutes? Alors, il n'y a pas la question d'avoir des doutes. Je pense qu'il y a un réel espoir, puisqu'actuellement, on a une vingtaine de candidats vaccins qui sont en phase terminale de validation clinique, ces fameux essais de phase 3 randomisés, dont l'objectif est de valider l'efficacité et la sécurité. Et les communications qui ont eu lieu cette semaine, et je pense qu'on en aura d'autres dans les semaines qui vont venir, c'est que les analyses intermédiaires montrent qu'on est capable d'avoir une protection vaccinale avec des vaccins. Maintenant, il faut rester vigilant, il faut attendre que les essais thérapeutiques soient terminés. Et puis, on a des agences indépendantes en Europe, aux États-Unis, qui valideront ces nouvelles thérapeutiques. Pierre Pribille, on arrive au terme de l'émission. Peut-être rappeler que pour l'instant, il n'y a pas encore de vaccin, pas encore de traitement, et que l'indispensable, ça reste le masque, les gestes barrières. Le masque et tous les autres gestes barrières. Le masque, bien sûr, il est très visible et il est entré dans nos vies. Mais le masque ne se substitue pas aux autres gestes barrières. Bien se laver les mains régulièrement, plusieurs fois par jour, garder ses distances, aérer les fenêtres maintenant que c'est l'hiver et qu'on est souvent à l'intérieur. Tous ces gestes barrières sont essentiels au quotidien. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Chantal Carroger et ses équipes de nous avoir accueillis ici au CHRU Jean Mingeot de Besançon. Merci aussi à l'hôpital de Mâcon où se trouvait Elsa Bezin et ses collègues. Merci à Bruno Massonnet qui m'a aidé à préparer cette émission. Rémi Bossu, Dominique Perron pour la réalisation. Les équipes techniques de France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Dans un instant, la suite de vos programmes. Profitez bien de votre dimanche et surtout, prenez soin de vous.